Bonjour à vous toutes et tous, bienvenue à cette collaboration entre les deux festivals, Filmart et Les Créatives. On est ultra heureuse et heureux de vous retrouver juste après le film Nos corps sont vos champs de bataille, dont je ne m'aventurerai pas de la prononciation espagnole, de la réalisatrice Isabelle Solas qui nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui. Adèle Zuffray, la modératrice, vous présentera les autres intervenantes. On est ici aujourd'hui réunis pour parler d'adelphité et d'intersectionnalité et pourquoi pour un féminisme humaniste, c'est absolument essentiel d'intégrer les réalités et les trajectoires des personnes trans. Je vais parler 30 secondes du programme des créatives dans la même veine sur l'intersectionnalité. Au niveau thématique, on a Régnier Edo Lodge à l'IHED la semaine prochaine, le 24 à 12h30. Je regarde ma co-directrice, c'est pour ça, au cas où je fais pas de faute. Et encore en termes d'art vivant, on a aussi Mesure et Sabine Pacora qui va venir faire son spectacle de seul en scène, l'Afrique, journal d'une femme vaudou. La semaine prochaine, tout est disponible sur le site comme information, la billetterie aussi. On se réjouit de vous y retrouver. Et j'ai rien d'autre à dire, donc je vous laisse dans les mains absolument extraordinaires d'Adèle Zuffray, notre modératrice aujourd'hui. Et voilà, bonne table ronde. Est-ce que ça marche? Oui, super. Bonjour, je suis ravie et très honorée d'être là pour le festival des créatives et en même temps pour Filmart. Donc je vais très rapidement me présenter parce que la table ronde va être surtout à propos de nos intervenantes, nos 3 super intervenantes. Donc je suis Adèle Zuffray, moi je suis psychologue, psychothérapeute, sexologue, spécialisée dans les accompagnements féministe et queer. Donc on a un centre de psychothérapie à Lausanne qui est un centre d'accueil de psychothérapie et de sexologie féministe et queer. Donc c'est en tant que psychologue que je serai là aujourd'hui. Donc je sais pas donner la modération d'une table ronde à une psychologue. Je suis pas sûre, je sais pas si c'est une bonne idée. On verra. Vous me le direz. En général, c'est des journalistes. Promis, je vais pas faire de la psychanalyse. Je vous promets. Mais je tiens à introduire aussi cette table ronde sur le fait qu'aujourd'hui, le 20 novembre, on est le jour du souvenir trans, qui est une journée importante pour se rappeler des personnes trans qui sont malheureusement disparues, qui ont été soit assassinées, soit qui se sont données elles-mêmes la mort. Et puis, je rappelle les chiffres qui ont été donnés aujourd'hui par TGEU, donc un organisme européen qui s'occupe de recenser quand même des chiffres, en tout cas documentés, de meurtres de personnes trans ou de suicides de personnes trans. Puis sur 2022, actuellement, on est à 411 personnes trans qui ont été soit assassinées, soit qui se sont donné la mort, en sachant que ces 411 personnes, c'est seulement des cas documentés comme tels. Donc il y a certainement beaucoup plus, mais c'est un chiffre qui est très important, surtout qu'on sait que dans ce chiffre, 95% sont des femmes trans ou des personnes trans féminines. Donc ça va être c'est tout à fait en lien avec le film qui a été présenté aujourd'hui. Puis c'est aussi dans un contexte où l'augmentation des crimes LGBT-phobes sont en augmentation. Puis là, on voit que les crimes transphobes sont en augmentation de pratiquement 10%. Et la deuxième petite information, c'est que l'association Épicène du canton de Genève a lancé sur son site un appel à soutien par rapport aux thérapies de conversion, aux fausses informations qui sont beaucoup liées sur l'accompagnement des personnes trans. Donc si jamais, je vous encourage toutes et tous à faire un tour sur le site de l'association Épicène qui a fait cet appel et où tout le monde est bienvenu à signer parce que c'est vraiment des éléments qui sont importants parce qu'on va parler aujourd'hui de fausses informations, de féminisme radical. Donc c'est au cœur typique de ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais commençons du coup par Isabelle Solas. Donc Isabelle Solas, vous êtes réalisatrice, vous faites également du spectacle vivant, performance et art de rue. Vous avez d'ailleurs un film qui est en train de sortir aussi actuellement qui s'appelle 16 Place Vendôme, avec des performeurs où de la musique est envoyée dans les muscles. Vous allez peut-être nous en parler aussi un petit peu. Et puis votre travail, fondamentalement, il s'ancre sur le corps comme interface politique, sociale et surtout subjectif. Donc je vais commencer par vous, Isabelle. La première question, c'est peut-être pourquoi
pourquoi ce film, quelle a été un peu sa genèse et qu'est-ce qui a inspiré le titre pour vous de ce film, Nos corps, vos champs de bataille? Merci déjà de m'inviter à la table ronde. Alors, le film que j'ai fait en Argentine, l'idée est venue au moment de la manif pour tous en France. Alors, je sais pas. Au moment de la manif pour tous en France, où c'était il faut trouver le bon truc. Où il y avait des sortes de déferlements de haine en France pour la question du mariage homosexuel. Et il se trouvait qu'à ce moment-là, moi, j'étais dans des préoccupations féministes où je voyais bien que déjà, il y avait des tonnes de féminismes différents et que je me sentais pas du tout proche d'un féminisme très essentialiste. J'avais besoin un peu d'une sorte de schéma théorique pour avancer dans mon propre militantisme. Et il se trouve que c'est le moment où j'ai entendu parler de ce qui se passait en Argentine, du fait qu'il y avait déjà 3 ans avant, il y avait une loi qui était passée, la loi d'identité de genre, qui permettait à n'importe quel citoyen majeur en Argentine de se genrer comme il avait envie sur ses papiers d'identité. Donc du coup, il y avait une sorte de parallèle qui me semblait intéressant, ou criant d'une certaine vérité, de dire peut-être que c'est là-bas que je vais aller trouver une sorte de schéma de pensée et de lutte qui va peut-être plus me correspondre que ce qui se passe en France, qui me semblait un peu rance, quoi. Et voilà, et donc c'est comme ça que je suis allée là-bas. Et j'ai trouvé ça très enthousiasmant, la façon dont elle s'est articulé les choses. La lecture intersectionnelle, elle était assez évidente là-bas. C'est-à-dire que oui, les luttes trans, elles sont communautaires. Il y a une partie qui est tout à fait importante où elle se donne les moyens. Elle se donne les moyens de se conforter, de se soutenir, de parler d'amour, de parler de plein de choses qui sont un peu tabous finalement dans les milieux militants en Europe, et que je trouvais très touchant et puis très efficace. Je trouvais que c'était une vraie force politique. Et à côté de ça, au-delà de toute cette présence, cette lutte communautaire, en fait, ça dépassait totalement ça, et elles étaient tout le temps en train de rallier leur lutte à la question du capitalisme et à la question du racisme. Et du coup, ça s'est imposé. Enfin, il me semblait que pour parler du monde d'aujourd'hui, finalement, j'étais tombée sur un endroit où je trouvais que ça bouillonnait d'intelligence et de pragmatisme. Voilà. Et du coup, la genèse du titre. Ah, et le titre, qu'est-ce qui vous a permis de trouver ce titre? Le titre, il vient d'un slogan d'une artiste américaine qui, au moment de la lutte pour l'avortement, avait fait une affiche, je crois que c'est dans les années 80, Mon corps est un champ de bataille. Et puis je l'ai vu écrit pendant le 8 mars, je l'ai vu écrit sur le corps de camarades qui manifestaient. Et donc il y avait quand même de toute façon cette histoire du corps politique qui était au cœur de mes préoccupations, et puis que je voyais vraiment très fort dans la façon dont les protagonistes du film luttaient. Et donc le titre, déjà ça m'a semblé important d'ancrer la violence dans le titre, parce que finalement c'est un film documentaire, donc c'est pas très facile, c'est quand même un peu à l'aveugle, la violence, on peut pas être là au moment où ça se passe, c'est difficile de la représenter dans un film documentaire. Donc j'avais envie que le titre qui souligne bien ça. Et Nos corps sont vos champs de bataille, c'est essayer d'insister sur le fait que la question trans est une question pour l'hétéronorme, en fait, seulement, et que c'est là où ça pose problème, et où ça devient une sorte de lieu de déchirement, et jusqu'à violenter les corps des personnes trans elles-mêmes, et où on est vraiment sur des scènes de guerre, quoi. Voilà. Donc le champ de bataille, c'était pas le lieu d'engagement, parce que je sais qu'il y a des gens qui l'ont compris un peu à l'envers. C'était plutôt le champ de bataille en tant que terrain de guerre.
Merci beaucoup. C'est d'autant plus important cette journée du souvenir d'avoir ces terminologies-là. On a le plaisir aussi d'accueillir Effie Alexandra Nolasco, qui est coordinatrice du pôle trans de l'association 360 ici à Genève, étudiante en travail social et personnes concernées. Ma question, Effie, c'est par rapport à ce film, toi, par rapport à cette un peu double identité en tant que personne concernée, mais également en tant que personne d'Amérique latine, comment est-ce que ce film a résonné en toi? Comment est-ce que tu l'as trouvé? Alors, en regardant le film, il s'est passé quelque chose de très particulier. Ça a produit, si je peux parler d'une 3 ou 4 sensations et émotions qui sont venues. La première était, ayant vécu 22 ans en Amérique latine, au Panama, et étant là-bas au cœur des luttes, en tout cas au Panama et à niveau du continent. La première chose qui m'est venue, c'est l'Amérique latine me fait mal au plus profond, hem, parce qu'on connaît cette réalité, parce que je l'ai vécue et parce qu'on voit à quel point justement, nos corps sont ces lieux de bataille, nos corps sont ces lieux où l'horreur est revendiquée par des personnes qui sont, transphobes, et revendiquée par la haine, et revendiquée par cette, peur qu'on a envie d'engendrer au sein des communautés trans. C'est une bataille très crue, et puis une bataille qui des fois a lieu même à l'interne des populations LGBT, à l'interne des populations des communautés trans et non binaires. Donc, ça, c'était la première chose que ça a réveillé en moi. C'était ces souvenirs finalement d'une Amérique latine qui peut être très déchirée, une Amérique latine qui est influencée par énormément de mouvements que la plupart ne vient pas forcément, ne naissent pas tout à fait en Amérique latine, mais qui viennent soit des États-Unis, des milieux religieux conservateurs, soit qui viennent aussi de l'Europe. Hum, Ensuite, une sorte de fierté aussi, de fierté parce que je me rappelle d'à quel point on peut être ensemble, à quel point quand on se retrouve dans des situations où on doit se battre, où on doit oublier nos différences, même à l'intérieur de la communauté trans et LGBT, on est capable de le faire, de tenir front. Et ça, malgré les coups, ça, malgré la violence, ça, malgré tout ce qui peut arriver, même, même, même la nuit, même lorsqu'on est dans la rue en train d'exercer le travail sexuel. J'ai le souvenir justement de cette fois où la police nous a à un moment donné pris et à coups des bâtons, et en utilisant une quantité des mots extrêmement violentes et déshumanisantes. Comment on fait ses fronts? Comment, dans une cellule, alors qu'à d'autres femmes trans, on était en train de leur couper les cheveux avec des rasoirs, on, on, on se tenait ensemble, et on s'est donné du courage. Donc quelque part aussi, là, il y a ces sentiments de fierté qui se réveillent là, et qui aussi fait que ces souffrances, elles génèrent une sorte de résilience qui nous fait nous mettre ensemble, qui nous fait nous battre, et puis créer des organismes, soit à niveau national dans les pays, comme par exemple dans l'Argentine. À l'époque, c'était cette loi d'identité de genre était passée avec le travail d'une militante, Pia, elle s'appelle en Argentine. Et puis ensuite, il y a eu tout un réseau par des associations qui s'est créé, qui est devenu
un réseau latino-américain et caribéen des personnes trans, où on commence à dénoncer les violences et où on commence à utiliser des systèmes internationaux pour mettre la pression aux États, pour dire aux États, pardonnez-moi le mot, mais vous êtes en train de faire de la merde, vous êtes en train de violenter les gens, vous êtes en train de tuer des personnes, et ce n'est pas simplement la population qui le fait elle-même, c'est vraiment tout un système qui est énormément validé par vous, parce que en Amérique latine, souvent, ce qui se passe, c'est que la police elle-même, l'État fait exercice des proxénètes en enlevant de l'argent aux personnes trans, en les tuant, en comment, j'ai oublié le mot en français, mais en instrumentalisant le travail des personnes trans pour leurs bénéfices. Donc, et ça, il y a de ces côtés-là, et puis cette résilience qui nous fait créer des projets, travailler des projets on, on, euh, où on va aller, par exemple, à la Cour interaméricaine des droits humains, à porter plainte, à faire des dénonciations. Quand on voit aussi un ralliement de certains politiciens du corps politique de certains pays, typiquement à l'époque, je m'en souviens, c'était l'ex-président et le gouvernement du président d'Uruguay qui a fait qui a eu un impact énorme dans le monde politique latino-américain, et justement concernant la question de la religion, parce qu'il faut savoir que dans le continent, l'Église, les traités internationaux qui se font dans le continent, en tout cas entre les 46 États, sont énormément influencés, et souvent les pays, sans que ça soit quelque chose de minime, demandent la permission à l'Église. Donc, ils appellent leur prêtre, je ne m'en souviens pas, le prêtre, le plus haut prêtre du pays, pour leur demander la permission de passer ou pas, d'accepter ou pas des engagements internationaux. Donc, ça me fait vraiment, vraiment, ça m'a fait vivre cette Amérique latine qui a énormément de facettes, mais qui se bat. Et puis, il y a eu quelque chose d'autre de très particulier que ça m'a. C'est aussi comment la transidentité, là-bas, jusqu'à un certain point, elle a passé énormément par les corps, littéralement parlant, par l'expression des genres plus précisément, et aussi par l'utilisation des mots, par exemple l'utilisation des mots travestis, des mots transsexuels, qui est dans un monde francophone. Moi, quand je suis arrivée ici, j'étais extrêmement choquée parce que j'étais habituée au mot transsexuel, parce qu'on n'avait pas forcément cette réflexion exactement, on trouvait une identité à travers ces mots sans une identité politique, une identité individuelle et collective à travers ces mots, sans forcément se dire exactement qu'est-ce que ça veut dire derrière en termes théoriques. Donc, il peut y avoir bien sûr tout cet apport théorique, mais euh, dans certaines luttes, on est plus dans le show de l'action, et donc et du coup, on utilise ces mots qui nous semblent les meilleurs qu'on peut utiliser. Et souvent, dans les associations et dans les luttes, il y avait cette question de tu es une femme trans du moment où ton expression de genre porte ça. Tu es avec nous, tu es dans notre lutte, ton corps fait partie de ce terrain de bataille au moment où tu as une expression de genre qui parle de ce que tu ressens profondément à l'intérieur de toi. Ce qui est très intéressant, parce qu'ici en Europe, en Europe, on a un discours, une déconstruction justement aujourd'hui des corps, de se dire que ce n'est pas simple, que ce n'est pas quelle expression de genre, ce n'est pas que ça ne passe pas forcément par l'expression de genre, cette ressenti, cette expérience. Et aussi, je pense que ça me fait penser un peu à ces travails qu'il y a encore à faire en Amérique latine à niveau de réflexion, mais aussi qui est extrêmement intéressant, parce que ces corps, ils sont pas simplement, et ils ont aussi
des façons de protéger les luttes, des façons aussi de protéger aussi si on peut appeler ça les patrimoines des communautés trans, dans le sens où il y a des projets dans le continent. Et je le souvenir qu'il y avait par exemple des associations qui faisaient, qui utilisaient, qui instrumentalisaient les personnes trans pour avoir l'argent des projets. Donc, le film me rappelle vraiment, vraiment toutes ces choses de cette Amérique latine, en tout cas, que j'ai vécu, que certainement depuis 6 ans n'est pas forcément la même. Merci beaucoup. Et puis on a aussi, alors en ligne, malheureusement pas avec nous aujourd'hui, mais en direct depuis Brest, Karine Espinera, qui va apparaître, que vous allez voir aussi à l'écran. Karine Espinera, vous êtes sociologue, chercheuse, membre associé au LEGS, donc c'est le laboratoire études genre et sexualité. Et puis vous êtes spécialiste des questions transféministes, des constructions médiatiques et du genre. Moi, ce qui m'intéresse un peu, Karine, d'avoir votre avis sur vous aussi en tant que sociologue, ce film, qu'est-ce que ça a résonné chez vous? Je sais que vous êtes également aussi originaire d'Amérique latine, plus précisément du Chili. Donc, avoir un peu votre regard de sociologue par rapport au film et par rapport peut-être à ce que vient de dire Effie sur la question de l'acte révolutionnaire et puis de résistance. Ça m'intéresserait beaucoup de vous entendre autour de tout ça. Donc déjà, donc bonjour depuis la Bretagne, je vais dire comme ça. Donc bonjour à tous et toutes, et merci les créatives. Je voudrais aussi dire merci Isa pour ce documentaire. C'est vraiment trop bien. Je ne sais pas comment te remercier de l'avoir fait. Vraiment. Alors sur le contexte sud-américain, c'est vrai que moi je peux voir les choses d'un point de vue personnel. C'est-à-dire, voilà, pour avoir croisé la route de Loana Berkins, Marlène Royard et d'autres, évidemment, pour avoir séjourné, parce que j'ai enseigné aussi en Argentine, je suis très, très touchée par l'énergie, la créativité et même l'humanité de toutes ces personnes que j'ai croisées. Pour faire une mise en perspective, je dirais que j'ai pu renouer avec une militance à dimension humaine. Parce que dans la militance française, notamment, je peux pas m'exprimer pour les autres pays, mais française, souvent, on a été une sorte de petits soldats. Il y a un petit soldat, de temps en temps, ça meurt et c'est pas grave. Et c'est pas le cas en Amérique du Sud. C'est pas du tout comme ça, moi, que j'ai perçu les choses, et notamment dans les mouvements transféministes. Au contraire, c'est une façon aussi de prendre soin des adelphes, de prendre soin des camarades de lutte, et que chaque fois qu'on perd quelqu'un, c'est grave. Voilà, il n'y a pas cette dimension petit soldat. Ça m'a beaucoup touché. Alors en écoutant Effie, du coup, j'ai un petit peu eu d'autres idées. Je les passe rapidement, mais sur la question que dès qu'on touche à la question du corps des femmes, dès qu'on touche à la question du corps des personnes trans, évidemment que le critère du genre, il est là. En Amérique du Sud particulièrement, c'est particulièrement marqué. On a parlé des prêtres. En France, on a substitué à la place des prêtres, on a les psychiatres, quoi, notamment en France. Et notamment, dès le lendemain du coup d'État du 11 septembre 1973, ce qui est arrivé au Chili, c'est que les militaires ont chopé tous les hommes aux cheveux longs et les ont rasés. Tous les hommes qui portaient des couleurs dites féminines ont été pris à partie, tapés, moqués, etc. Évidemment, avec tout le vocabulaire homophobe qu'on peut imaginer. Toutes les femmes qui portaient des pantalons, on leur a découpé les pantalons pour qu'on puisse voir leurs jambes nues. Et donc, c'est vraiment, il fallait que dans ce retour à l'ordre moral, on puisse identifier les femmes et les hommes visuellement, tout de suite. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans le regard de ces gens. Et ça en dit long. Et ça en dit long parce que, à l'heure actuelle, c'est ça qu'on est en train de vivre en Europe. Et moi, c'est ça que j'ai le sentiment de vivre en France. Alors, globalement, sur l'Amérique du Sud, moi, le sentiment que j'ai, c'est globalement, à la fois dedans et dehors, c'est celui d'une movida un peu à l'espagnol, c'est-à-dire post-franquiste. Au moment donné, il y a une telle soif de liberté, mais en même temps, il y a toujours cette culture de la résistance qui reste très très forte, parce qu'on a vécu une dictature, parce qu'on a vu des camarades disparaître lors des marches, que ce soit à Buenos Aires, soit à Santiago de Chile, tout ça. Et cette culture de la résistance, elle est toujours présente.
et elle est vraiment très très forte. Donc parmi les groupes, on peut parfois ne pas être d'accord. C'est vrai qu'en ce moment, avec le mouvement anti-trans, c'est un peu compliqué. Mais globalement, la culture de la lutte et des alliances, moi je trouve, enfin, j'ai le sentiment qu'elle reste quand même très très forte. Et presque j'aurais envie qu'elle soit aussi forte dans le groupe ici, voilà, ici en Europe. Donc, pour le reste, c'est aussi l'histoire d'une militante qui s'est construite très rapidement. Enfin, moi, j'ai vu le début des années 2000. J'avais fait l'entretien avec Maria Belén Correa pour mon premier bouquin, notamment. Et je rencontrais Luana Berkin, notamment à Ilgamond, etc. Et je voyais cette créativité et notamment comment les Amériques avaient investi l'international. Je sais pas pour la Belgique, mais en tout cas en France, je sais pas, on snob un petit peu l'international comme si finalement nous on était un petit peu le centre du monde et on n'ouvre pas le débat et on va pas apprendre chez les autres. Et je trouvais qu'il y avait une force chez je sais pas comment le dire, des camarades d'Amérique du Sud qui moi m'a vraiment émerveillé. Merci beaucoup. Je pense que ce qui est important là de ce discours, c'est vraiment la notion des corps. Et puis d'ailleurs, dans le film, Claudia le dit, hein, on ne dissocie pas l'identité du corps. Puis ça, c'est très clairement une phrase de la philosophie, notamment de Merleau-Ponty, qui dit que le soi en tant que subjectivité comme existence ne fait qu'un avec le soi en tant que corps. Et aujourd'hui, puis c'est ce que vous ameniez, Karine, un peu et Effie aussi en filigrane, c'est de dire que les corps aujourd'hui trans sont beaucoup attaqués, notamment par des théorisations. Enfin, il y a, en France, on sait qu'il y a des mouvements qui se disent aujourd'hui féministes pour justement s'éloigner de ce qu'on appelle du féminisme habituel. Puis maintenant, le féminisme est considéré comme un féminisme radical. Mais pour les personnes qui ne seraient pas au courant, le féminisme, c'est un peu cette idée de considérer que les femmes sont des adultes femelles. Donc, alors je ne sais pas si les femmes ont vraiment envie d'être, si on a vraiment envie d'être toujours considéré comme juste un utérus ou qu'est-ce qui fait qu'on est une femelle. Mais du coup, c'est un peu la question centrale de cette table ronde dans la question du féminisme. La place des luttes et des personnes trans et des féministes radicales. De votre côté, Isabelle, quand vous étiez sur le terrain, vous avez du coup filmé puis vu des manifestations, notamment avec Claudia, qui se faisait à des moments repoussés par des féministes radicales en disant vous n'êtes pas des femmes. Comment est-ce que vous avez perçu sur le moment un peu ces encuentros et puis après le ressenti de ces femmes trans qui ont en tout cas au début été repoussées avant que Claudia puisse monter sur scène? Ce qui était assez évident et ce qui était très présent dans le discours de Marlène Ouachar, de Claudia, de Violetta, enfin, l'idée de... En fait, elles ont une punchline. Je trouve que c'est vraiment une super punchline. Elles disent qu'on ne fait pas partie de l'agenda émotionnel du pays. Et c'était une façon de dire... En plus, moi, quand j'ai filmé, l'avortement n'était pas légal. Donc il se passait plein de choses au niveau du féminisme. Il y avait beaucoup de luttes à mener. Et elles étaient là. C'est ce qu'elle disait un peu. Elle disait, nous, on est quand même solidaires de toutes les problématiques féministes. Sur la question des féminicides, on est là tout le temps. Mais par contre, quand c'est une des nôtres qui meurt, tout d'un coup, il n'y a plus personne, quoi. Donc ça, c'était un premier constat qu'elle faisait. Et elle le dit, Marlène, dans le film, elle dit, on voudrait que vous pleuriez avec nous nos disparus. Après, je pense que j'avais pas pressenti l'ampleur du rejet d'un certain féminisme pour la présence des personnes trans, tellement ça me semble essentiel, justement. Enfin, essentiel, c'est pas le beau mot, pas le bon mot, mais tellement ça me semble crucial, en fait, que comment la présence des personnes trans dans le féminisme vient le problématiser. Donc, ça me semblait complètement absurde. Et donc, il y a une scène dans le film où en fait, elles sont aux rencontres des femmes. Et puis, Claudia veut monter sur scène pour essayer de dire on va changer le titre de ces rencontres des femmes parce qu'en fait, on fait partie de ces rencontres des femmes depuis des années. C'est Luana Berkins, justement, qui est un peu la première à commencer à rentrer dans ces mouvements. Et puis, de toute façon, il y a la présence de mouvements lesbiens, de femmes qui n'ont pas envie de se... Enfin,
lesbiennes qui ne veulent pas se définir comme femmes. Enfin bref. Donc il y avait l'idée de changer le titre et en fait on l'amène en bateau. Et puis finalement c'est une sorte de service d'ordre qui lui refuse la parole. Euh, euh, Pourquoi en fait parce qu'on veut garder un statut de victime. Enfin qu'est-ce que c'est que enfin voilà, il y a une sorte de lutte de pouvoir autour de quoi. Enfin ça c'est quand même assez étrange. Et en tout cas moi je pensais pas que le film allait parler autant de ça. Et donc pendant tout le processus de tournage en effet, c'est-à-dire ça s'est révélé, ça s'est renforcé, et puis j'ai bien vu que du coup c'était aussi un débat qui mondialement devenait très présent, jusqu'à des débats complètement stériles qu'on a vus à la télé française là il y a quelques semaines quoi. Du coup, ça amène aussi au point de vue de terrain, parce que là, on est en train de parler de la question du terrain, du féminisme militant, puis qu'est-ce que c'est la militance, de comment est-ce que c'est d'être sur le terrain. Effie, toi qui est sur le terrain autant d'un point de vue féministe que d'un point de vue associatif, en sachant qu'en terre genevoise, actuellement, le débat fait aussi assez rage avec ces questions-là. Comment est-ce que toi, tu sens un peu ce terrain ici, actuellement à Genève? Alors, j'étais très euh, choqué, on va dire choqué, mais j'ai une petite réflexion concernant la question déjà d'un interview qu'on m'a fait où on me demande quelle est la place des femmes trans dans le féminisme. Et bah, pour moi, cette question, elle a simplement pas lieu d'être, en fait. C'est comme, je sais pas poser la question, mais quelle est la place des femmes musulmanes dans le féminisme? Quelle est la place des femmes noires? Quelle est la place des femmes en situation de handicap? Donc, c'est absurde. Bien sûr, il y a une place. Après, ce qui est intéressant, ce que je vois dans le film, c'est aussi ces moments où on pose la question, où on dit, quand on est en train de pousser une des protagonistes, quand on dit tu es né garçon, tu as été assigné garçon. Et, 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 et c'est ça la base de cette rhétorique ici, qu'on trouve aussi, c'est des essentialiser sur le fait, ce qui est pas nouveau, ce que j'ai dit, hein, tu veux dire, essentialiser sur le fait que soit on est avec une vulve, avec un système reproducteur féminin, soit on ne naît pas avec ça et que par la suite, c'est ça qui fait, et exclusivement ça qui fait de nous des femmes, ou dans l'occurrence des hommes, sans prendre en compte, bien sûr, des réalités biologique beaucoup plus complexe. Et là, je me pose la question aussi des rôles d'autres corps sociaux, d'autres corps sociaux. Typiquement la religion, typiquement toute cette histoire avec la religion, avec la science, où finalement il y a beaucoup de gens qui tiennent des discours sans vrai, je veux dire, ne sont pas des biologistes, hein, et qui tiennent des discours complètement dans la biologie et puis c'est intéressant. Aujourd'hui, c'est ce qui est particulier qu'on voit sur la place genevoise, c'est un ralliement, ce qui n'est pas étonnant du tout, mais un ralliement entre plusieurs mouvements. Et je pense que c'est comme ça que ça se passe aussi en France. Je me permets pas d'aller jusqu'à expliquer ce qui se passe en France parce que je connais pas complètement. Ce qui est clair, c'est que ici, différents mouvements, des mouvements conservateurs qui viennent de France, des mouvements religieux aussi, où il y a une partie religieuse évidemment, se rallient avec des associations qui sont motivées par la transphobie, clairement, par la mécompréhension, c'est le mot existe en français, des vies trans, des vies non binaires, des vies des non communautaires, et qui utilisent ça, plus le pouvoir politique et le pouvoir économique qu'il y a derrière, pour instrumentaliser même des fois à leurs enfants, parce qu'il y a dans ces associations des parents des personnes trans,
à un moment donné, on s'est retrouvé avec des médecins où cette association avait porté plainte contre ces médecins parce qu'ils disaient que les médecins influençaient les adolescents à faire des thérapies, des transitions, des thérapies hormonales, qu'eux, ils comparent à des thérapies de reconversion. Donc, il y a une ralliement entre ces associations qui agissent énormément par la peur, par la douleur, par la tristesse, par beaucoup de choses, par la mécompréhension d'un sujet spécifique, et qui viennent se mettre ensemble avec des associations ou des endroits, des personnes, des TERF, des personnes qui veulent exclure les personnes trans, des personnes qui essentialisent le fait d'être une femme simplement au sexe, à ces rapports. Donc, c'est ce qu'on voit ici, c'est très agressif. Bien sûr, je pense qu'on n'est pas forcément au même niveau, en tout cas tout le temps, que, par exemple, aux États-Unis, même en France, à côté, en France, où on voit que quand il y a des rassemblements de personnes trans, ces gens dites féministes, personnellement, ça m'appartient qu'à moi, je ne pense pas qu'elles le soient vraiment, c'est cache derrière voilà, une lutte, une vraie lutte. Hem et on le voit, ça ressort ici, pas de la même manière, mais ça utilise d'autres manières plus sournoises et surtout, ça a un pouvoir, mais extraordinaire, extraordinaire pour faire reculer des droits. Ce qui est très particulier, les femmes, on le sait très bien, nos droits, elles sont jamais complètement acquis et on doit toujours, toujours et encore se battre. Donc ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui ici. On voit ces pouvoirs politiques qui utilisent les médias. Il y a 2 semaines à peu près, il y a eu un article sur les GHI, que c'est un journal gratuit qu'on met dans absolument toutes les boîtes aux lettres des gens, un journal gratuit qui parle de la transidentité, d'une médicalisation d'un lobby trans d'une manière extrêmement. Déjà comme si ça existait, hein, alors qu'on sait très bien que c'est un peu leur délire, mais qui utilise d'une manière très sensationnaliste ce qui est en train de se passer. Nos enfants, faites attention, ces gens sont en train de rendre nos enfants trans. En plus, il y a des articles qui veulent faire penser à la population générale que les féministes et les populations trans, c'est des communautés qui ne sont pas liées historiquement par ces luttes, ce qui est complètement faux, évidemment. Ça me fait beaucoup écho avec la jeunesse du film. Hein. C'est la question de la manif pour tous, enfin des mouvements avec de panique morale qui sont très forts. Puis je rappelle, comme l'a dit Effie, quand tu disais c'est des gens qui ne sont pas biologistes, c'est aussi des gens qui ne sont pas psychothérapeutes et qui ne travaillent pas avec des personnes trans. Donc les approches en tout cas de thérapie aujourd'hui, d'accompagnement des personnes trans sont validées internationalement et scientifiquement. Donc c'est pas de la poudre de perlimpinpin. Karine, j'aimerais beaucoup vous entendre parce que comme vous aussi, vous vous intéressez beaucoup à la question médiatique, et puis que vous êtes du côté français, du coup de l'autre côté de la barrière. Comment est-ce que vous percevez un peu ce discours médiatique où, ça a été dit par Isabelle, il y a eu un interview il y a 2 semaines assez violent avec l'influenceuse Dora Muto qui était présente sur un plateau, qui a attaqué une femme trans. Enfin, comment est-ce que vous percevez la question médiatique et cette question justement du féminisme radical en France, notamment dans leur position dans les médias? Je vais revenir un petit peu en arrière pour dire, alors je sais pas, j'espère que je vais faire bondir personne, hein, de son siège, mais je pense quand même que là, on assiste donc à une offensive réactionnaire globale et complotiste, hein. Quand on regarde les alliances, quel que soit le pays, hein, on prend les États-Unis, on prend comme base le Brésil et on voit déjà des alliances entre donc les évangélistes et l'extrême droite.
ici, en France et dans d'autres pays, en Espagne, au Canada, etc., on voit des alliances donc entre des féministes radicales trans-excluantes, des masculinistes, d'extrême droite, des catholiques, traditionnalistes, fondamentalistes, je ne sais pas comment il faut dire, etc. Et a priori, sur le papier, ces gens-là, ils sont déjà censés se détester entre eux. Hein. Alors, du moins, on espérerait que ça continue, mais c'est pas le cas. Et ils arrivent à s'entendre sur la question des trans. Et moi, c'est quand même quelque chose qui m'a interpellé, c'est comment on arrive à finalement, nous, simplement par notre existence, hein, à fédérer ces gens-là qui, normalement, sont censés se haïr. Et ils se haïssent plus, c'est bien dommage pour nous. Et donc, en fait, tout ça pour dire, c'est que, en fait, sur le marché de l'égalité des droits, finalement, les personnes trans arrivent souvent, dans de nombreux pays, sont arrivées un peu à la fin ou presque. Hein. Je dis presque parce que, par exemple, on a le cas de l'Argentine, où le droit à l'avortement est arrivé après, hein, et bien après la loi de 2012. Au Chili, c'est toujours pas le cas. Par exemple, on a une super loi, mais on n'a toujours pas le droit à l'avortement. Donc, c'est pour ça que je dis presque. Et donc, ces gens-là, en fait, ils veulent un petit peu rembobiner le truc. Et donc, on va commencer par les trans, et puis ensuite, ça va être les femmes, puis ça va être les LGBT en général. Parce que médiatiquement, on voit que toutes les polémiques qui ont éclaté, ça a toujours été sur les questions de sexualité, de genre, de procréation, de filiation. Et à chaque fois, on revient sur le corps. Et donc, c'est comment ces gens-là vont reprendre le contrôle sur les corps des personnes trans, mais aussi sur le corps des femmes. Hein. Comment est-ce qu'on va revenir dans une société bien binaire, avec la famille traditionnelle, avec des valeurs traditionnelles, des sexualités sages et pas hors normes, hein, pour reprendre un petit peu leur vocabulaire. Je crois que c'est à ça qu'on assiste, hein, et qu'il n'y a pas un discours anti-trans où ça, c'est pas en filigrane quelque part. Alors ici, côté média, ce qui se passe aussi, c'est que ces personnes, je sais pas, par exemple, je vais parler de Céline Masson et Caroline Eliachev, qui ont fondé donc l'Observatoire de la petite sirène, autrement appelé l'Observatoire des discours idéologiques sur l'enfance et l'adolescence, qui n'ont jamais suivi, qui sont psychanalystes, mais qui n'ont jamais suivi une personne trans. Et donc aujourd'hui, elles sont invitées dans l'ensemble des médias, plutôt de droite, hein, pour le dire franchement, comme des spécialistes. On a Claude Habib qui a écrit un autre bouquin aussi sur la question trans. Elle a travaillé sur des coupures de presse, sur des trucs sur Internet, bon, peu importe. C'est une littéraire au départ, mais elle devient experte des questions trans. Et tout ça, c'est quand même interrogeant. On se rend compte aussi que toutes ces personnes-là crient à la censure. Donc, il y aurait un lobby trans qui serait financé par George Soros. Moi, j'attends toujours l'argent, d'ailleurs, le versement. Et donc, nous, on ferait de la censure et on aurait une sorte de super pouvoir. Hein. Donc, on nous appelle la secte. On est une secte. Le lobby trans est une secte et cette secte est toute puissante dans les médias et chez les politiques. Moi, quand je fais le bilan, ben non, quoi. Ben non, c'est les médias généraux en général n'invitent pas les personnes trans, ne parlent jamais des ouvrages qui soient des ouvrages d'opinion ou des ouvrages scientifiques. Ils ne sont jamais cités dans les médias. Ce sont toujours les écrits, on va dire, maltraitants qui le sont. Et on voit que en fait le lobby, en fait, il est de l'autre côté. Il est littéralement et que le rapport de force, il est plus qu'inégal. Si on regarde toutes ces émissions et ces tribunes qu'on voit naître depuis fin 2019, le rapport, il est, allez, on va dire, je vais être optimiste. 90% de la parole est du côté sont les rhétoriques anti-trans et nous, on arrive à percer sur 10%. Dans la presse quotidienne, par exemple, des journaux, on en a à peu près deux, trois qui nous tapent pas trop dessus et qui parfois même font des articles en notre faveur. Côté médias audiovisuels, c'est zéro. En fait, il y a rien. Il y a absolument rien. Je vais prendre pour faire une mise en perspective, par exemple. Donc, avec Modius Thomas, on a publié donc l'ouvrage Transidentité, Transitude, se défaire des idées reçues. Et on a été très motivés parce qu'on voyait la parole se désinhiber, une parole vraiment des rhétoriques anti-trans, d'une violence inouïe. On se disait que c'était d'autant plus important d'arriver avec quelque chose de vulgarisé, hein, et qui parle en tout cas au plus grand nombre et surtout de démonter ces idées reçues qui font énormément de mal aux gens. Et on s'attendait quand même, on se préparait en disant bon là les médias pourraient être intéressés par ce type de. Et en fait, ça a été le néant total. Et même mes autres bouquins ont plus fait parler que en fait c'est le plus important qui a le moins fait parler. Et dans un contexte où justement ça aurait été intéressant qu'il soit porté. Donc voilà, c'est dire à quel point aujourd'hui non seulement la place elle est bien occupée, mais
on a même le sentiment que les médias osent même plus aborder le sujet quand il est porté par les concernés et quand il serait éventuellement un peu en deçà. Je me permets de rebondir là parce que c'est justement ce qui s'est passé en fait avec cet article du GHI où il y a la parole de ces associations donc des TERF plus des parents qui se disent être pour une approche mesurée des questions d'identité de genre et où il y a un sensationnalisme et une haine et une mise en information qui est mise en avant. Par contre, juste le week-end avant, il y avait eu des panels, des jours entiers avec des panels des expertes, des experts, des personnes trans, des personnes concernées, des personnes non-binaires qui prenaient la parole, qui utilisaient des études, des recherches qui avaient été faites, et rien de ça n'a été cité là-dedans. Parce que ça ne vend pas et parce que je pense que c'est pas du tout qu'est-ce qu'on cherche exactement. Je veux dire, qui veut lire des chiffres alors qu'on peut tout simplement faire un appel facile et gratuit à la haine avec la mise en des informations des choses et avec ce qui va tout à coup attirer l'attention des gens. Nos enfants sont en train de devenir trans, il y a un lobby, un monstre énorme derrière qui vient avec des gros machines en mode genre je prends vos enfants, je les transforme en quelque chose qui n'est pas du tout, qui ne va avoir aucun futur ni rien du tout parce qu'il n'y aura pas une femme, un chien, un chat ou quelqu'un chez soi, quoi. Donc, vraiment, c'est incroyable parce que c'est des mécanismes qui se répètent partout et qu'on le voit. C'est des mouvements qui, dans tous les pays, je pense qu'en Occident, soit en Europe, soit dans les Amériques, et apparaissent, quoi. C'est incroyable. Et merci, ça fait beaucoup écho à ce que dit Violetta dans le film à un moment donné, de se dire dans la lutte féministe, il y a un peu d'un coup ce déchirement là qui est en train de se faire, alors que tout le monde veut, dans la lutte féministe, lutter contre le même ennemi commun, qui est le patriarcat. Et puis que là, le fait de se déchirer de l'intérieur, comme l'a dit Karine aussi, en se ralliant à des mouvements alors plutôt de droite, des mouvements qui peuvent même être masculinistes, il y a le risque en fait de perdre les droits absolument de tout le monde. Et du coup, ça me fait venir sur un peu le dernier chapitre que j'aimerais qu'on aborde ensemble avant de laisser quelques questions aussi à la salle. C'est la question des violences, des oppressions, parce que c'est de ça qu'on parle. J'aimerais beaucoup vous entendre, Isabelle, sur l'ouverture du film que j'ai trouvé très coup de poing parce qu'on ouvre le film sur justement le procès d'une personne qui a assassiné une femme trans. Je trouve que c'est une ouverture là, qui donne un peu le ton puis qui est assez forte. Qu'est-ce qui a motivé aussi ce prologue-là? Comme je disais, en fait, j'aurais fait une fiction, j'aurais pu mettre en scène la violence quotidienne des récits que j'ai eus de la part des protagonistes, mais là j'arrive toujours on arrive toujours trop tard. Enfin, donc pour raconter le fait que tous les 15 jours le même scénario se reproduit, c'est-à-dire qu'il y a des morts violentes où on retrouve des corps mutilés, enfin une sorte d'atrocité quotidienne récurrente comme ça. Je voulais, bon voilà, il y avait le titre, il y avait aussi donc ce procès qui a eu lieu et c'est le procès pour la mort pour le transféminicide de mais enfin je connais que son nom. Karine, tu connais toi la camarade de Loana Berkins, Diana Sakachan, Oui, voilà. c'était Diana Sakachan. Diana Sakachan. Et en fait, ce que je trouvais tragique aussi dans ce qu'on me racontait. Alors déjà, j'ai filmé plein de femmes qui ont disparu, dont j'ai pas pu, qui ne sont pas devenues des protagonistes du film, où j'ai essayé peut-être de raconter qu'elles étaient là, plus là. J'ai pas réussi. Bon, ça, c'était aussi un écueil de ce que j'arrivais à faire dans le travail cinématographique. Mais donc, ce que je trouvais terrible, c'est qu'en fait, il y avait les trajets de toutes ces femmes invisibilisées, anonymes, souvent travailleuses du sexe, qui, elles,
ne se relevait pas d'une arrestation, ou voilà, en fait, qui restait enfermé arbitrairement, qui se faisait violer au commissariat, qui des fois arrivait même pas jusqu'en prison, à qui on refusait les traitements médicaux, etc. Donc il y avait plein d'histoires comme ça, de femmes qui mouraient et dont la famille réclamait pas le corps. Enfin voilà, une sorte de scénario assez récurrent comme ça. Mais Diana Sakachan, en l'occurrence, c'était une militante très connue, médiatique, etc. Et donc il y a un peu cette double peine, c'est-à-dire que quand on fait rien, qu'on reste invisible, on se fait tuer impunément. Et puis dès qu'on essaye de défendre ses droits et qu'on vient un peu sur le devant de la scène, en fait, on se met en péril aussi très fort, quoi. Voilà, donc ouvrir le film là-dessus, c'était aussi donner un visage aux agresseurs, puisqu'on voit donc le coupable à la table des accusés. Et puis c'était intéressant parce que c'est le premier procès où il y a eu vraiment une organisation de la part d'associations juridiques qui ont mis en place une défense assez forte pour que, en fait, ce crime soit reconnu comme un travesticide, puisqu'elle se revendiquait travestie, Diana Sakachan, en disant oui, cette mort, elle est particulièrement violente, elle est particulièrement hargneuse et cruelle parce que cette personne avait cette identité de genre-là, et que du coup, c'est quelque chose qu'on retrouve et qui reste impuni. Et aujourd'hui, on lui donne un titre, histoire de dire la prochaine fois que ça va arriver, on sait déjà de quoi on parle, quoi. Et donc voilà, ça me semblait important de montrer ça, parce que ça fait partie en fait de l'avant-garde de ce qui se passe en Argentine pour moi. C'est très bien décrit par Marlène dans le film, qui dit « J'ai un cimetière dans la tête », qui est une phrase qui est extrêmement forte quand on parle voilà, de féminicide, parce que là on est vraiment en train de parler de féminicide. Karine, j'aimerais beaucoup vous entendre, puis après je terminerai avec Effie. Mais Karine, j'aimerais beaucoup vous entendre quand on parle justement de violence, d'oppression, des luttes. Violetta parle à un moment donné de la question de l'intersectionnalité des luttes. On les voit coller des affiches contre la maltraitance animale, puis elle exprime bien cette idée que finalement les luttes féministes, les luttes pour les droits des personnes trans, contre les luttes antiracistes, les luttes antispécistes, enfin, il y a des convergences dans ces luttes. Vous, quelle est un peu votre vision de ces intersections-là? Là, c'est plus on va dire, un chercheur engagé ou l'activiste trans, pour reprendre les mots des autres, qui va parler. Dans les années 90, déjà, quelque chose qui nous a politisé et qui nous a, qui a concouru à nous politiser et surtout à nous inscrire dans le féminisme, c'est de constater que les discours des protocoles hospitaliers, mais aussi bien l'imaginaire social en général, voulait qu'on soit un certain type d'homme et un certain type de femme. Et en faisant le constat de ça, on s'est dit que c'était pas possible, quoi, qu'on devait refuser cette sorte d'assignation juridico-médicale, ou je ne sais pas trop comment l'appeler, parce qu'en fait, on voulait pas, en tout cas, Maudieuse et moi, on voulait pas être les femmes que la société voulait qu'on soit. Parce que pour nous, on allait adhérer au système sexe-genre tel qu'il était, et donc ça veut dire conforter l'ordre des genres, le sexisme, les inégalités. On s'est dit c'est pas possible. Donc on va dire qu'on est trans. Et ça, pour nous, c'était déjà une première marque de politisation. Ensuite, c'est en s'engageant aussi bien dans des associations féministes, lesbiennes, enfin LGBT plutôt en général. On voyait bien, de toute façon, il y avait des croisements. On n'avait pas encore la notion d'intersectionnalité, mais on les devinait. On voyait très très bien qu'on était tous et toutes victimes d'un système bien établi. Aujourd'hui, on met le mot patriarcat. Enfin, on le mettait déjà à l'époque. Mais aujourd'hui, on pourrait aussi mettre le mot binarité. On pourrait mettre beaucoup de choses derrière ces systèmes-là. Et ces systèmes d'oppression, ils ont des entrecroisements. Et c'est ça, je veux dire, les luttes trans, par exemple, ne peuvent pas être intersectionnelles. On ne peut pas lutter que pour nos causes sans s'investir dans d'autres causes, aussi bien je veux dire, dans les luttes féministes, mais aussi lutter contre la précarité, je sais pas, l'ultralibéralisme. Enfin, ensuite, chacune peut se situer dans ce spectre-là, mais globalement, on ne peut pas défaire le système d'oppression si on s'attaque pas à toutes les causes en même temps. Parce que d'un côté, elles sont intersectionnelles, elles ont des entrecroisements, mais d'un autre côté, elles se coproduisent, donc elles sont consubstantielles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on doit être engagé dans des multimilitances. Et d'ailleurs, c'est vraiment un hommage que je rends
aux jeunes personnes trans aujourd'hui et autres, enfin, en tout cas, toutes les jeunes et jeunes militants, militantes, c'est que elles sont justement dans ces multimilitances et c'est d'autant plus méritant que c'est pas facile, que ça mange beaucoup d'énergie, que c'est très violent, qu'aujourd'hui, ne serait-ce que aller sur un réseau social, c'est violent, allumer sa téloche, c'est violent, on ouvre la presse, c'est violent. Voilà, on en est là. Et c'est pour ça que je promets aussi bien à titre scientifique l'approche intersectionnelle parce que, sans jamais oublier ses origines, hein, avec Kimberlé Crenshaw et sa cartographie des marges, hein, que ça nous vient du féminisme, ce sont les femmes noires qui, à un moment donné, ont interpellé les féministes blanches, mais aussi les hommes noirs en disant, et nous, c'est quoi notre place là-dedans, dans l'équation, et que cette notion, elle est complexe et elle œuvre dans la complexité et qu'elle nous permet aussi d'implémenter de nouveaux critères. Ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi et qu'on va tout mettre dans l'intersectionnalité, mais qu'on peut implémenter. Et le critère de transitude, moi, il me paraît vraiment apte, notamment quand on est assassiné en tant que femme et en tant que femme trans, par exemple. Merci beaucoup. Et puis, je donne du coup les dernières minutes à Effie pour parler notamment de la question des relations, parce que dans la question du féminicide, dans la question du transféminicide, beaucoup de féminicides sont faits par des personnes qui sont conjoints ou ex-conjoints. Puis en préparant cette table ronde, tu m'as dit que tu travaillais avant dans une association au Panama, et puis où ça devenait presque une identité d'être une femme, que d'être violentée dans sa relation, où on voit dans le film d'ailleurs que beaucoup de femmes trans ont peur en fait d'être dans des relations avec des hommes cisgenres, justement par peur des violences. Quelle est un peu ton expérience aussi là-dessus, notamment au Panama avec ces femmes? Euh, Moi, j'étais extrêmement étonné par ça. Bon, parce que aussi peut-être moi-même, je venais d'un environnement où il y avait cette violence extrême liée cette violence d'un homme sur une femme. Euh, donc, j'étais coordinatrice d'une association et directrice d'une association et coordinatrice d'un projet. On recevait des personnes trans, surtout. Il y avait énormément de femmes trans. Et je m'en souviens d'entendre beaucoup de femmes, presque d'une manière, avec une certaine fierté, de dire: je me fais battre par mon mari. C'est comme ça qu'elle le disait. Et ça venait je le dis avec une certaine fierté parce que c'était comme si ça faisait partie des marqueurs de ceux qui fait de nous des femmes, en fait. De dire: je suis une femme, donc ma place est dans la cuisine et mon mari me bat. Donc qu'est-ce qui peut encore venir vous montrer à vous, société, que, en effet, je suis une femme? Et je ne vais pas dire que j'ai analysé ces comportements, je ne l'ai jamais fait parce que c'est assez dur pour moi d'aller là-dedans, justement en ayant vécu ces passés, des années de violence. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Et en même temps, ça parle énormément d'une société où on voit que la catégorie, que ces catégories sociales, que ce monde binaire, il est extrêmement bien défini, qu'il est intégré par énormément de personnes trans, et des femmes et des hommes et toute une société. Et ce que je peux dire, c'est que c'est ce que je voyais là-bas. Ici, ce que je vois beaucoup, c'est pas, je vais pas dans l'extrême en tout cas, j'entends pas l'extrême des violences, mais j'entends beaucoup les stéréotypes des douceur versus force.
qu'est-ce qui fait de moi une femme, qu'est-ce qui fait de moi un homme éventuellement. Et ça passe souvent soit par la force, soit par des histoires aussi, même du passing, hein, des histoires avoir l'air des... Parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que même en Amérique latine, on nous accorde jamais les statuts des êtres tout entiers, mais on a l'air de quelque chose, on a l'air d'une femme, on a l'air d'un homme, à travers ses comportements, à travers ses vécus, ses expériences, à travers ses statuts des femmes à la cuisine, des femmes battues, on a l'air d'être une femme. Et c'est terrible. Hein? Et je pense que ça appelle à quelque chose aussi, c'est le travail que nous, on doit faire en tant que personne trans, en tant que sociologue, en tant que psychologue, en tant que cinéaste, dont à l'interne de la communauté aussi, je pense qu'on a un devoir, pas simplement à l'externe. Souvent, on se retrouve dans les luttes militantes à faire des choses pour les autres, à faire des choses pour le monde cisgenre, pour le monde hétéro, à sensibiliser, alors que très peu des fois, on prend soin de nos adelphes. Très peu des fois, on va là-dedans à essayer de comprendre, à essayer de nous construire, nous, parce que c'est une affaire de construction aussi, de quelle place nous on prend avec l'identité qu'on se crée, tout en sachant d'où des fois vient cette identité. Qu'est-ce qui a fait que nous, on a une identité qui s'est construite, qu'on a intégrée d'une certaine manière et qu'on pense que notre féminité, notre masculinité ou notre appartenance à un genre, peu importe quel qu'il soit, passe à travers ces choses, de le déconstruire et de se reconstruire par derrière, chose qui peut être très, très douloureuse. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, on doit, je pense qu'on doit s'occuper, et en grande partie, mon intérêt dans le travail social est énormément là-dedans. C'est pas simplement être dans le militantisme que j'ai été pendant des années, mais de me rendre compte en fait qu'il y avait ce genre de discours, qu'il y avait aussi des femmes qui venaient me dire « Je suis une femme, je suis contente de l'être, mais je sais qu'à la fin de ma vie, je vais aller en enfer. » Donc, je veux dire, ça c'est un autre sujet évidemment, mais qui passe énormément par une reprise aussi des discours, de comment la société elle est construite. Je voulais profiter pour dire une dernière chose. Je pense que aussi, pour mettre en lien ces histoires aussi, toute cette histoire des meurtres, c'est la responsabilité qu'ont les États, eux, de protéger les personnes. Il se passe quelque chose ici, particulièrement en Suisse, c'est qu'une personne trans qui fait une demande d'asile, là je parle spécifiquement des personnes qui sont en danger dans leur pays et qui à un moment donné décident de quitter, par exemple en Amérique latine, l'Amérique latine ou l'Afrique ou d'autres pays, d'autres continents ou d'autres régions, et si elles n'ont pas des moyens de montrer qu'elles sont en danger, ces personnes sont toutes renvoyées à une mort sûre. Et c'est affreux. On les condamne au suicide, à des meurtres, des meurtres atroces. Et je me permets de soulever quelque chose de très particulier que vous mentionnez à un moment donné, c'est cette place des militantes ou soit des non-militantes. C'est qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est que si on est militante et qu'on a des preuves et qu'on a recueilli des preuves pour pouvoir être prise au sérieux dans un pays et être protégée, on a le privilège de pouvoir montrer la chose. Mais si on n'est pas là-dedans, les pays, ils nous demandent même de prouver, je ne sais pas par quel moyen, qu'on est ce qu'on dit qu'on est. Donc aussi, je pense que là, il y a quelque chose qui a une lutte énorme à faire. C'est sur la protection de la part des États de ces personnes, en règle générale, et surtout ici, en Europe, quand il y a des personnes trans qui viennent
des autres parts du monde, des autres parties du monde, à demander une protection ici et que cette protection l'aurait complètement niée et que ça fait partie aussi de qu'est-ce que nous on considère comme étant des identités valides, des corps valides et par quoi ces notions de danger passent. Parce que c'est pas, eux, ils considèrent pas que le fait simplement déjà d'être une personne qui sort de cette binarité est un danger, même ici. Et il n'y a pas cette protection. Et je veux dire, parlons même pas des systèmes de justice suisse, hein, qui est complètement à la ramasse. Merci beaucoup. Et je tiens aussi à préciser, parce que comme on a parlé des violences institutionnelles, des violences médiatiques, que c'est jamais en l'air d'avoir des articles ou une médiatisation, une violence comme ça sociétale, parce que même pour les personnes qui vont distiller cette haine, ben, elles vont pas voir les répercussions. Nous, en tant que professionnels de la santé, on les voit. Et je peux vous dire, en tout cas dans le travail qu'on fait, alors plutôt du côté lausannois, mais on voit une augmentation massive des symptômes anxio-dépressifs chez des jeunes concernés, chez des moins jeunes concernés, une augmentation des tentatives de suicide et puis beaucoup plus de trauma. Donc c'est le revers de la médaille, mais que les professionnels de la santé qui travaillent avec ces personnes voient, contrairement aux autres personnes qui paradent dans les médias puisqu'elles ont le temps de parader, alors que nous, on a plutôt à essayer de limiter la casse. Donc, je synthétise un peu cette table ronde, si je comprends bien, surtout la question des voies des possibles. La voie des possibles, c'est s'investir, c'est lutter, c'est de pouvoir être ensemble et travailler ensemble pour les droits humains, lutter pour les droits humains, puisque les droits de tout le monde, enfin les droits qui sont prônés dans le féminisme sont des droits pour absolument tout un chacun, toute une chacune, et qu'on doit se rappeler que l'ennemi commun, finalement, c'est le patriarcat. Du coup, on a encore 5, maximum 10 minutes pour des questions du public. Donc, vous pouvez profiter de nos 3 intervenantes exceptionnelles pour leur poser vos questions. Donc, bonjour. Juste une question. Je voudrais savoir si vous avez rencontré pour votre documentaire justement des hommes trans et comment justement ils sont perçus dans la société. Donc, s'il y a aussi une sorte de militantisme à ce niveau-là et comment ils agissent en fait. Oui, bien sûr. Ouais, j'ai rencontré beaucoup de militants trans. D'ailleurs, il y avait un troisième personnage dans le film qui finalement s'est un peu effacé parce qu'il est parti vivre en Espagne, etc. C'était plus trop possible. Mais qui faisait un travail super intéressant et qui venait du nord du pays, donc avait tout un rapport au territoire et à une culture, je sais pas trop comment dire en français, indienne. Bon, bref, et ça n'a plus lieu d'être puisqu'il est parti du pays. Mais oui, de toute façon, on en voit un peu à travers le film. Après, ce qui s'est passé pour les hommes trans, c'est qu'ils étaient super occupés sur la question de l'avortement. C'était un peu leur problème spécifique parce qu'il y avait un acharnement énorme sur le corps des hommes trans enceints qui voulaient avorter. Donc eux, c'était leur champ de bataille à ce moment-là. Enfin, leur terrain de lutte, il était vachement là-dessus. Et après, il y a de la solidarité, mais je pense qu'en effet, c'est vrai que c'est la question de la visibilité dans la rue qui crée une sorte de fragilité et qui est, à mon sens, bon, même si je suis pas spécialement bien. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai l'impression que c'était quand même les femmes qui étaient plus visées. C'est-à-dire que les hommes, tant qu'on comprenait pas que c'était des hommes trans, ils pouvaient s'en sortir mieux, quoi. Après, du moment que c'est su, ça va pas mieux du tout. Bonjour, merci. J'ai une question qui est peut-être un peu simple, mais je me demandais en fait c'était quoi pour vous la Delphité? Et je me demandais quelle est la différence par exemple avec la sororité ou je sais pas, le principe de l'intersection. Enfin, c'était vraiment juste une question que j'avais parce que le terme c'est Adelphité et
on n'a pas trop parlé ni rien, du coup, je me demandais juste un peu ça. Karine, vous aimeriez répondre à ça? Ah oui, alors déjà mes excuses parce que j'ai dit Belgique au lieu de Suisse. Donc, j'ai dit désolé. Vraiment, je vous prie de m'excuser parce que j'ai un autre truc dans la tête et voilà. Donc c'est Belgique qui est sorti. Mais oui, je connais ma carte de route. Oui, Adelphité, enfin moi j'utilise finalement assez récemment parce que c'est une façon aussi, en tout cas dans mon usage personnel. Alors après, dans d'autres usages militants, je sais pas, mais ça permet d'inclure entre guillemets. Ça veut dire dans un premier cercle proche, entre guillemets, mes sœurs et mes frères trans. Et puis ensuite, par extension, évidemment, non-binaire, etc., etc. Donc, moi, j'utilise Adelph, je sais pas, je pourrais utiliser le terme camarade, et derrière camarade, je mets des choses extrêmement fortes et extrêmement émotionnelles. Tout à fait. Ici, c'est beaucoup utilisé parce que c'est beaucoup plus inclusif que simplement dire sororité ou ouais, on entend simplement des femmes, non, alors que c'est quelque chose de beaucoup plus inclusif pour les personnes non binaires ou pour toute personne qui n'est pas dans cette binarité des genres, éventuellement même pour des hommes qui sont alliés. Merci pour votre intervention. J'avais une question sur vous parliez de la centralité de l'intersectionnalité, et que du coup, on s'est engagé dans plusieurs luttes différentes. L'ensemble de ces luttes sont violentes. Comment on fait pour ne pas se cramer la santé mentale, et continuer à se battre, ensemble? Sincèrement, ne pas se cramer la santé mentale, je ne sais pas si c'est possible. Je pense que la delphité, le fait d'être ensemble, de se battre ensemble, d'avoir des moments spécifiques. Les groupes en mixité choisie, c'est des moments où on peut... C'est des moyens qu'on peut utiliser pour essayer de se protéger, pour essayer d'être ensemble, pour essayer d'avoir... de porter ensemble ces souffrances, pour essayer de se soutenir, pour se relayer des fois les moments de lutte. Cela n'empêche que, en tout cas dans mon expérience du militantisme, la facture, elle passe à un moment ou à un autre. Je veux dire, le lycée, il y a un moment, c'est qu'il y a... Je le vois avec les personnes que je reçois et même avec moi-même. Je m'en souviens à un moment donné dans le groupe, j'étais en mode genre, je peux plus entendre des questions qui est en lien avec la violence parce que là, ça va pas du tout. J'ai peur de sortir de chez moi. Donc, je pense quand on est visible, très visible, ce qui est pour la plupart les cas, mais quand on est aussi, on a dans des positions où on est visible publiquement, pas à travers les militantismes qu'on fait à travers les travails, il n'y a pas vraiment de solution. Je pense que la plupart d'entre nous craignent souvent pour nos vies et on se dit, mais peut-être qu'un jour on peut passer. Et c'est quelque chose qu'on vit, voilà, mais on vit avec. Je pense que ça fait partie aussi des luttes et c'est ça aussi qui nous donne de la force et qui nous fait être ensemble. Donc je pense que c'est ça, c'est pas simplement quelque chose d'extrêmement triste et difficile qu'on on arrive quand même à gérer, mais c'est quelque chose qui nous fait aussi nous dire peut-être justement il faut qu'on se batte encore parce qu'on se bat pas simplement pour nous, mais pour des autres. Et finalement, c'est pour une société meilleure. C'est pas simplement pour nous, même pas simplement pour la communauté trans, mais pour absolument tout le monde. Et je pense qu'on doit passer par là. Et c'est l'histoire de notre humanité aussi. Hein. On doit passer par des luttes, euh, des fois très violentes, pour être entendu.
pour que les choses changent. Ouais. Je rajouterais juste en termes de santé mentale, parce que bien sûr, j'accompagne beaucoup quand même de personnes militantes, mais dans différents milieux militants. Moi, ce que je conseille toujours aux personnes, c'est de pouvoir avoir un espace qui leur appartient. C'est-à-dire que il y a un temps pour être militant, militante, puis c'est important, mais il y a aussi un temps où on peut s'accorder d'être juste avec des gens, de faire autre chose, d'avoir du temps pour soi. Parce que si vous gardez une identité militante tout le temps, c'est plus facile de se brûler. Alors que si on délimite des espaces où vous avez des espaces de sécurité, c'est pour ça que les safe spaces sont hyper importants, et puis des moments où les gens peuvent décompresser, sortir, aller boire des verres, enfin, faire des choses qui leur font du bien. C'est toujours quand même hyper, hyper important d'avoir cet équilibre entre une vie militante et puis aussi sa propre existence et son propre besoin parce que heureusement, il y a d'autres personnes qui militent. Du coup, la militance ne reporte pas sur les épaules que d'une personne. C'est pour ça que se relayer, c'est hyper important. Se reposer, faire de la mindfulness, faire de la cohérence cardiaque, des choses un peu, de la méditation, du yoga. Enfin, des choses qui font plaisir. Ça permet aussi de pouvoir recharger les batteries. On peut prendre encore une question. Oui. Je voulais juste rebondir concrètement suite à vos propos puis à votre question. Moi, dans mes engagements, parce que j'ai vécu, je me retrouve un peu dans vos témoignages, j'ai vécu à la fois d'être exposé médiatiquement et d'avoir eu des bons retours, mais aussi des retours très violents, notamment menaces de mort. Mais en fait, la question et ça rejoint un peu votre réponse, c'était de dire on n'est pas tout le temps militant et on n'est pas le dernier bastion. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai tout le temps gardé dans ma tête. Quoi que je fasse, je ne suis pas le dernier bastion, je ne suis pas le dernier rempart face à. Quand je peux et quand j'en ai envie, je monte au créneau et je suis qui je suis, que ce soit en église ou à l'armée. Mais sinon, je ne suis pas le dernier bastion. Je dois d'abord les choses à moi et ensuite, si on peut, on contribue. Mais parce que sinon, très vite dans la militance, on se crame parce que il y a le sentiment d'urgence qui vient, qui prend le dessus, et puis ça continue. Et puis il y a toujours des urgences, il y a toujours une urgence supplémentaire, et on a la culpabilité d'arrêter. Et c'est aussi quelque chose qui m'a touché par rapport à cette question de prendre soin de soi, de ne pas être que dans l'urgence militante, mais de dire, mais est-ce qu'on peut prendre soin de soi? Voilà. Merci beaucoup pour cet apport. Du coup, on arrive à la fin de cette table ronde. Je remercie encore nos 3 intervenantes d'avoir répondu présentes aujourd'hui pour parler de l'adelphité, les voies des possibles. Je vous remercie d'être venues pour cette séance et puis bonne continuation de lutte. Merci. Alors, merci beaucoup. Au nom du festival Filmart, je tiens à remercier le Festival des Créatifs pour l'organisation de cette table ronde vraiment très qualitative. Merci à vous et à vous d'être là aujourd'hui. Et je veux juste dire quelques mots sur le festival. Il va durer jusqu'à la fin de la semaine prochaine, dimanche prochain, en même temps que les créatives. On adore avoir ces 2 festivals en même temps. Et donc nous avons une section Historias Queer que je vous propose de regarder dans notre programme, ainsi que beaucoup d'autres films qui représentent l'Amérique latine. On est très heureux aussi d'avoir plusieurs films qui parlent de l'afrodescendance. Et on a une petite sélection de films d'Amérique centrale. Ce sont des films qui ont peu de production de films. Ils ont peu de moyens dans le cinéma, et donc on est assez fiers de pouvoir vous proposer ces films. Je vous propose d'applaudir cette table ronde. Merci beaucoup. Et bonne continuation pour ces 2 festivals. Merci.